bonjour, bienvenue à votre député provincial vous parle avec Éric Lefebvre. Salut Pierre-Luc. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Encore une fois, une belle émission bien remplie. On va rencontrer M. Noël Bolduc, auteur du livre sur l'industrie du vêtement à Victoriaville. Vraiment, là, il y a quelque chose à raconter là-dessus. C'est clair, ça a été un bon pan de notre histoire. Absolument. Et aussi Alexis Pinard, toujours excellent, Alexis Pinard, président de la Classique des Appalaches. Également, il y a des gros événements qui s'en viennent de leur côté. Donc, hier, c'était la mise à jour économique. Les nouvelles sont bonnes, même je dirais, les nouvelles sont excellentes. Tu sais, on a été agréablement surpris, là, vraiment. Oui, Pierre-Luc, écoute, nouvelle excellente. Malgré la pandémie, on a une croissance économique exceptionnelle. On parle de 6,5 % cette année. Alors, ça nous donne la chance de prévoir un déficit structurel qui passe de 7 milliards à 4 milliards. Et on vise toujours le retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2027-2028. Et grâce à cette croissance économique-là importante, ben ça nous permet de réorienter 10,7 milliards de dollars sur 5 ans pour aider les Québécois à faire face à l'augmentation des coûts de la vie, aider les Québécois au niveau de la rareté de la main-d'œuvre, au niveau de la famille. On va aider les communautés, mais également au niveau de notre réseau de la santé. Alors, d'excellentes nouvelles là, du côté de la mise à jour économique avec Éric Girard hier. Exactement. On va essayer de décortiquer ça un peu. C'est quand même là, beaucoup d'informations. Mais tu le mentionnais. Là, on le sait, on fait face à de l'inflation. Et puis là, on aide les aînés, les familles, concrètement. Je ne sais pas si avec qui tu veux commencer. Avec les... Bien, on peut commencer avec la famille. Parfait. On parle de 2,4 milliards pour soutenir les familles. On va bonifier le crédit d'impôt pour les frais de garde. On le sait présentement, là, pour que ça soit comparable avec les services de garde subventionnés, ceux qui ne sont pas subventionnés, il y a un écart important. Bien, avec le crédit d'impôt, on va essayer de ramener une certaine forme d'équilibre et d'équité là, entre les gens et les différents services de garde. On parle jusqu'à 1 310 $ d'économie là, pour une famille dont les revenus se situent là, entre 60 et 100 000 $. Et l'autre point important, c'est qu'on veut compléter le fameux réseau du service de garde éducatif à l'enfance. Là. On parle de 37 000 places là, qui vont être créées d'ici mars 2025. Exact. Puis je vous le dis, des annonces concrètes qui s'en viennent dans le comté. Là, vraiment, les gens vont être contents. Et sinon, on parle de 2,1 milliards pour aider les Québécois à faire face au coût de la vie. Oui, écoute, ça aussi, c'est une excellente nouvelle. On le sait, tout le coût de la vie a augmenté, que ce soit l'épicerie, que ce soit les loyers. Alors, il va y avoir une prestation d'exception qui va être remise là, pour justement là, contrer un peu l'augmentation du coût de la vie. On parle de 400 $ par couple, de 275 $ pour une personne vivant seul, et le montant va être doublé là, pour le maintien du soutien aux aînés. Là. On parle de 400 $ pour un aîné vivant seul. Alors, ce sont des bonnes nouvelles pour donner un peu d'oxygène et de remettre de l'argent dans le poche des Québécois et des Québécoises. Exact. Puis ce que j'aime, c'est que c'est vraiment concret. Une autre chose là, qu'on entend beaucoup parler, c'est la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Un grand défi là, pour les organisations, pour les entrepreneurs. Et puis là, on est en action. Tu sais, depuis quelques années, là, quand même, là, c'est certainement là, depuis qu'on est là. Mais là, on arrive avec encore d'autres actions concrètes. Oui, absolument. Puis là, tu sais, quand on visite nos différents entrepreneurs, nos organisations, la rareté de la main-d'œuvre, c'est ce qui revient toujours. On parle d'un investissement de 2,9 milliards là, pour contrer la rareté de la main-d'œuvre. De quelle manière on va faire ça? Bien, ce qu'on veut faire, c'est former, requalifier et attirer là, au-delà de 170 000 travailleurs d'ici 5 ans dans des secteurs clés. Les secteurs clés où on voit que c'est primordial, naturellement, on va parler de santé, services sociaux, on va parler d'éducation, services de garde éducatif à l'enfance, naturellement. Génie, technologie de l'information, on se tourne vers l'avenir, hein, c'est l'avenir. Et naturellement, la construction. On le sait, il y a une pression importante présentement là, au niveau de toute la construction qui se fait au Québec. Alors, on va s'assurer de pouvoir former ces gens-là. Et au niveau de la rareté de la main-d'œuvre, bien, ce qu'on va faire également au niveau de la formation, on va donner des bourses d'études à nos étudiants. Donc, on parle de bourses incitatives de 1 500 $ par session au niveau collégial, soit un total on parle de 9 000 $ dans le fond pour un programme de 3 ans et de 2 500 $ par session à l'université. Donc, on parle d'une bourse de 15 000 $ pour un programme de 3 ans et de 20 000 pour un programme de 4 ans.
Alors, on incite nos jeunes à se former pour pouvoir revenir après sur le marché du travail dans les enjeux les plus importants là, où on a une pénurie de main-d'œuvre. Exact. On dit les jeunes, mais moi, on est allé au Conseil général de la Coalition Avenir Québec là, il y a quelques semaines. Oui. Et puis, tu sais, moi, je me souviens, M. Boulay, le ministre de l'Emploi, justement, qui mentionnait, là, il y a un mot d'ordre pour les prochaines années, requalification. Absolument. Donc, tu sais, on le sait, là, les emplois, ça se modifie, tu sais, ça évolue grandement. Là, donc, Écoute, Pierre-Luc, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on parle déjà que dans seulement 10, 15, 20 ans, là, il y a une panoplie d'emplois qui sont là présentement, qui n'existeront plus, et une panoplie d'emplois qui n'existent pas aujourd'hui puis qui vont être là dans 10, 15, 20 ans. Alors, naturellement, la requalification est une importance capitale pour être en mesure de contrer là, le manque de main-d'œuvre. Parfait. Toujours mise à jour économique. Peut-être en terminant, là, le 724 millions de dollars pour appuyer les communautés. Oui, absolument. Bien, naturellement, on le sait, là, du côté de Montréal, la grande région de Montréal, là, on se doit de faire un effort important pour contrer la prévention au niveau de la criminalité. Également, lutter au niveau de la discrimination, racisme. C'est mon collègue Benoît Charette qui est sur ce dossier-là. On parle de 20 millions. Et également, on est dans la semaine là, de la violence faite aux femmes. On parle de 232 millions pour prévenir la violence conjugale et mieux accompagner les victimes. Alors, ça, pour nous, c'est tellement important. Et Simon Jolin-Barrette également, qui travaille sur le dossier-là, avec le tribunal qui vient d'être spécial oui. au niveau de la violence, qui vient d'être créé. Simon a été très émotif quand il a réussi à terminer le projet de loi, parce que, comme il me disait, dans son entourage lui-même, il y a des gens qui ont été victimes de violences puis qui n'ont pas pu avoir un traitement juste et équitable. Alors, on veut s'assurer de protéger et de bien accompagner ces gens-là qui sont victimes de violences conjugales. Parfait. Ça fait un bon résumé. Sinon, on pourrait parler un petit peu d'une autre bonne nouvelle, la vaccination des enfants. Oui, absolument, Pierre-Luc. On parle de 630 000 enfants au Québec de 5 à 11 ans qui sont accessibles présentement au niveau de la vaccination. En date de 24 heures, on a eu 130 000 jeunes déjà qui ont été inscrits par leurs parents sur Clic Santé. Alors, on est très, très heureux de ça. Et il n'y a pas de secret. Plus les gens vont être vaccinés, plus rapidement on va pouvoir enlever les dernières mesures sanitaires pour retrouver une vie le plus normale possible. Moi, je me croise les doigts pour Noël. Là, pour le temps des fêtes, ça serait le fun là, de oui, absolument. Là, dans les derniers jours, on a eu une augmentation de cas. Ouais. Par contre, il faut voir également au niveau des hospitalisations et les soins intensifs. Et ça, c'est quand même stable. Alors, je pense qu'on va quand même avoir des bonnes nouvelles là, pour Noël au cours des prochains jours. Excellent. Bon, bien, dans quelques instants, Noël Bolduc pour parler de l'industrie du vêtement à Victoriaville. Alors, nous voilà rendus à notre premier invité de cette émission. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir M. Noël Bolduc. M. Bolduc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de m'accueillir. Hein? C'est bien gentil. Écoutez, 17 octobre dernier, on a eu un magnifique lancement sur l'industrie du textile et du meuble à Victoriaville. Le titre exact, c'est « L'industrie du vêtement à Victoriaville, de fil en aiguille, une histoire tissée, serrée ». D'où est venue l'idée de base de ce livre-là? Bien, c'était déjà dans les projets depuis plusieurs années. On se souvient qu'en 2004, il y a eu un livre publié sur l'histoire des manufactures de meubles qui avait été réalisé principalement par Mme Carole Plamondon. Donc, c'est un autre pan industriel important là, à Victoriaville. Absolument. Au niveau du vêtement. Alors, on avait ça comme projet. Alors, ça date principalement au cours des 4 dernières années de réaliser un ouvrage sur l'importance et la présence des manufactures de meubles à Victoriaville. Et pour avoir lu le livre, c'est un livre d'une grande qualité, fait de façon excessivement professionnelle. Il y a des gens autour de vous qui ont travaillé avec vous. C'est certain. C'est une équipe de 7 personnes. Donc, moi, j'ai participé en tant que coordonnateur à la rédaction et au niveau des recherches, mais il y a toute une équipe de recherchistes au niveau de documents, de photos et bien sûr une correctrice et une personne pour la mise en page. Donc, une belle équipe de 7 personnes. Alors, avec tous vos collaborateurs, comment s'est déroulée la rédaction et les recherches au niveau de la mise en place? Alors, la première grande étape, ça a été
rechercher dans nos banques de données, que ce soit numérique, papier, etc., tous les documents, des écrits qui pouvaient relater l'histoire des manufactures de vêtements à Victoriaville. Une fois que ça a été répertorié, on est passé à l'étape d'une première rédaction. Et après cela, naturellement, on a fait une révision. Moi, j'ai fait certaines recherches additionnelles pour certaines entreprises qui n'avaient pas été mentionnées dans la première étape de rédaction. Après ça, c'est passé à la correctrice. Donc, toute l'étape de cette personne-là consistait à vérifier grammaticalement, etc. Et ensuite, ça a été la mise en page là, du document. Ah oui. Puis ce qui est impressionnant, 250 photos à l'intérieur du livre et de réussir à les identifier, chacune des personnes aussi. Là, il y a un travail de recherche colossal là, qui se fait vous avez raison. De ce côté-là. Écoutez, moi, je vous l'ai dit au lancement, mais l'industrie du textile et du meuble a pris une place importante chez nous. Mon père a été directeur d'usine de la UTEX, de vêtements à Victoriaville. Ma mère a également travaillé à la UTEX également. Quand j'ai vu le travail que vous faisiez sur cette industrie-là, du meuble et du textile, bien, pour moi, c'était un pan important de notre histoire qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et j'aimerais que vous nous parliez comment cette industrie-là s'est implantée ici à Victoriaville et la raison pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'on était vraiment central? C'est-tu quelque chose qui a fait... C'est une des raisons. Le tout débute en 1905 avec la Victoria Clothing, qui a été formée par des industriels locaux. Quelques années auparavant, ça a été les débuts des manufactures de meubles. Alors, la Victoria Clothing, ses actionnaires, c'était vraiment des industriels locaux qui ont participé aussi à ces industries du meuble. Après ça, vers 1923, là, c'est l'arrivée graduelle d'industriels montréalais qui implantent leur manufacture ici à Victoriaville. Alors, ces gens-là bénéficiaient de connaissances additionnelles, d'un marché plus grand que, si on veut, la première entreprise de la Victoria Clothing. Alors, on parle graduellement de la UTEX, de la Robin, de M. Deluca. Son entreprise avait un nom assez spécial, CMT Contractors. Là. Alors, que les gens appelaient familièrement la Béné. Malheureusement, on n'a jamais trouvé la signification exacte ou la provenance de ce nom-là. OK. Et le syndicat a joué un rôle primordial dans cette industrie-là ici à Victoriaville. Définitivement. C'est en 1934 qu'est formé le premier syndicat, le syndicat du vêtement de Victoriaville. Et donc, parce qu'à ce moment-là, les employés ne jouissaient pas de beaucoup d'avantages, si on veut, au niveau des congés fériés, des congés de maladie, etc., la semaine de travail, la durée de la semaine de travail. Donc, graduellement, ces syndicats-là, avec les efforts de grands syndicalistes ici à Victoriaville, ont permis d'améliorer la situation là, des employés de ces manufactures-là. Ça a été un rôle primordial pour avoir une qualité de vie pour ces employés-là. Oui, définitivement. Oui, absolument. Bien, écoutez, je veux en profiter pour remercier également ma collègue Nathalie Roy, ministre de la Culture, qui a participé financièrement. Et c'est possible de se procurer les exemplaires du livre où? Alors, le livre est en vente à la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville, au 841 boulevard des Bois-Francs-Sud. Et les gens peuvent réserver aussi leur exemplaire par le courriel, donc shg.victoriaville@videotron.ca. Parfait. Et on a deux éditions. On a une édition à 25 $ et une édition Prestige que j'ai eu le privilège de remettre au premier ministre et qu'on va pouvoir peut-être présenter la photo à l'écran où on a remis l'édition Prestige au premier ministre. Merci. Écoutez, je veux remercier la Société d'histoire et de généalogie qui fait un travail exceptionnel. Je me considère vraiment privilégié ici dans notre région d'avoir un groupe de gens comme vous, de passionnés, de bénévoles qui s'impliquent pour garder notre histoire bien vivante ici dans la région. Alors, M. Bolduc, à vous et à tout votre groupe, merci du fond du cœur pour tout le travail que vous faites. Merci, M. Lefebvre. Alors, comme deuxième invité aujourd'hui à l'émission, j'ai Alexis Pinard, que j'ai la chance d'accueillir, président de la Classique des Appalaches. Alexis, bonjour. Salut, Eric. Merci beaucoup d'être là.
Écoute, on a eu une excellente nouvelle le 24 septembre dernier. Vous avez obtenu le championnat du monde Gran Fondo UCI pour 2026. Peux-tu expliquer pour les gens, les téléspectateurs, qu'est-ce que le Gran Fondo? En fait, le Gran Fondo est un terme en italien qui, au Québec, est mieux connu sous le nom des cyclosportives. Donc, ce sont des événements de vélo organisés dans lesquels il y a évidemment des parcours qui sont sécurisés, c'est-à-dire signalisation, encadreur, escorte en moto ou en auto. Et en fait, l'objectif est de permettre aux gens de profiter de cet encadrement-là pour pratiquer leur sport préféré dans un encadrement qui est donc propice autant au plaisir à l'aspect sécuritaire de la chose. On le sait, le vélo est en forte croissance, même avant la pandémie. Ouais. On notait un engouement marqué. COVID a accéléré tout ça. C'est un sport qui se pratique bien pour des clientèles un peu plus âgées. Puis on le sait avec le vieillissement de la population, notamment, ce qui est un phénomène ici au Québec, évidemment, mais planétaire. Il y a donc un engouement marqué pour des événements d'envergure et l'Union cycliste internationale, l'UCI, dans Gran Fondo UCI, a mis en place ces championnats du monde-là pour offrir aux athlètes de partout sur la planète l'occasion de rivaliser pour le titre de champion du monde. Et un événement comme ça pour les téléspectateurs, c'est une première en Amérique du Nord qui s'en vient ici chez nous. Oui, première en Amérique du Nord, première en fait sur les 3 Amériques. Parce que les championnats du monde n'ont jamais été organisés de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, on parle généralement de destinations en Europe, en Asie, en Océanie, mais c'est la première fois qu'on les amène donc de ce côté-ci de l'Atlantique. Puis on est évidemment très fiers de le faire parce que ce sont des événements très populaires. Là, on parle de 3000 participants en moyenne, 1500 à 2000 accompagnateurs, des gens qui viennent d'une cinquantaine de pays. Donc, ça crée en termes d'engouement, de rayonnement pour Victoriaville et sa région, potentiel extraordinaire sur lequel, évidemment, on entend capitaliser parce que c'est notre mission, d'abord et avant tout, que de mettre Victoriaville et sa région en valeur. Et là, Alexis, je te dirais, une fois que cette idée folle-là de vouloir poser notre candidature, tu as eu besoin de partenaires, tu as discuté, tu as un rêve, tu as un but, tu as une idée qui ne s'est jamais faite, mais là, tu as besoin de partenaires. Comment as-tu fonctionné pour la mise en candidature, recherche de partenaires, etc.? Bien, la beauté de la chose, c'est qu'on s'est donné, en tant qu'organisme à but non lucratif, une mission hyper claire, qui était celle de faire rayonner Victoriaville et sa région comme destination cycliste d'exception. Une fois que ça a été clarifié, on a été chanceux de pouvoir bénéficier d'un milieu qui est extrêmement dynamique à Victoriaville et sa région. Je pense à Cyclo-Bois-Franc, un club là, qui oscille autour de 200 membres, qui fait des activités à l'année, plein de bénévoles qui viennent de là, des gens qui sont vraiment passionnés, ouais. Exactement, mais qui sont hyper compétents et généreux de leur temps. Ça, c'est très important. Au niveau de la ville de Victoriaville, notre principal partenaire, de la MRC d'Arthabasca, de tous les premiers répondants, parce que ça en mobilise des gens. Là. Je pense à Sûreté du Québec, je pense au CIUC, je pense à Urgence Bois-Franc, des gens qui font une grosse différence dans la planification et aussi, évidemment, l'événement comme tel pour s'assurer de la santé et de la sécurité des participants. Mais évidemment, ton équipe a joué un rôle aussi très important là-dedans parce que c'est un événement qui est sur le calendrier international et en 2026, bien, les yeux du monde vélo vont être sur nous. Fait que c'est ensemble qu'on va être capable de réaliser cet événement-là. Et aussi, bien, c'est ensemble qu'on va profiter de toutes les retombées que ça va générer. Là. Ouais. Puis Alexis, toi, tu es un cycliste de haute performance. Qu'est-ce qui fait que notre région peut être si attractive pour le cyclisme? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui convergent autour du potentiel extraordinaire qu'on a comme région. C'est d'ailleurs ce qu'on a mis de l'avant dans le dossier de candidature pour 2026. D'abord, d'un point de vue d'emplacement géographique, on est au centre du Québec. Donc, notre emplacement géographique nous aide évidemment à faire en sorte qu'on rejoigne un peu l'ensemble des territoires québécois, puis de la proximité qu'on a aussi avec les marchés du nord-est des États-Unis. Mais d'un point de vue de terrain de jeu, parce que c'est ça qui nous intéresse beaucoup, on a un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a du côté de Saint-Albert, Sainte-Séraphine, quand on s'en va vers l'autoroute 20, des basses terres du Saint-Laurent. Donc, assez accessible, faux plat et environnement agricole. Mais dès qu'on part vers les montagnes, vers le Mont-Arthabasca, derrière Saint-Christophe d'Arthabasca, Chesterville, Sainte-Hélène, on est dans les Appalaches. Ouais. Et là, il y a du dénivelé. Puis moi, je peux vous dire que des athlètes professionnels, les Hugo Hull de ce monde, les Mike Woods, les Antoine Duchesne, en sont pas revenus de la beauté
mais de la difficulté des parcours aussi, qui n'ont rien à envier à ce qu'on retrouve du côté de l'Europe. Puis ça a été une des premières réalisations qu'on a eues quand on s'est remis à rouler dans le coin, c'était qu'il y avait un terrain de jeu exceptionnel. On l'a fait sur l'asphalte, mais on l'a fait aussi sur terre battue. Tout l'engouement du gravel bike, c'est des choses qu'on a contribué à mettre en place. Et ça a généré notamment la Véloroute des Appalaches, qui est très, très populaire au niveau québécois, et la Véloroute qui a été lancée il y a 2 ans, édition Gravel Bike, parce qu'encore là, ça fait partie de notre ADN, puis ça fait partie de ce qu'on a à mettre en valeur pour attirer que ce soit des participants ou monsieur, madame, tout le monde, d'un point de vue touristique, qui va venir découvrir une région exceptionnelle. Parce que là, on parle de 2026, là, au niveau des retombées, là, juste pour que les gens soient conscients, là, combien de personnes vont débarquer ici dans Victoriaville, mais bien sûr dans la grande région d'Arthabasca-l'Érable, mais même Trois-Rivières, Drummondville. On parle de combien de personnes? Bien, on parle d'environ 5000 personnes là, qui se déplacent pour l'événement en termes de participants et d'accompagnateurs. Mais là, évidemment, il y a des spectateurs, il y a de la délégation de l'Union cycliste internationale et soudainement, la ville et vélo. Pour donner une idée ou un ordre de grandeur aux gens qui nous écoutent, en 2025, la ville hôte va être Melbourne, en Australie. On parle d'une ville là, de 5 millions d'habitants. C'est incroyable. L'année d'après, Victoriaville, 43 000 habitants. Fait que le côté conte de fées qu'on est en train de vivre, le fait qu'on va avoir organisé cet événement-là en 2026, 10 ans après notre premier événement, il y a là une histoire exceptionnelle qu'on s'apprête à écrire, puis en fait qui est en continuité avec ce qu'on a connu jusqu'à présent, mais à un autre niveau. Et là, d'ici 2026, naturellement, on a les éditions des Classiques des Appalaches qui vont être une préparation, dans le fond, pour nous amener jusqu'à 2026. Exactement. On a en fait dans la Classique des Appalaches, donc l'OBNL, deux événements forts. Il y a la Classique des Appalaches, en tant que telle, qui est un événement que les gens ont connu jusqu'à aujourd'hui, et il y a le Vélo VictoFest, dont 2021 a été la première édition. Et ça, en fait, le Vélo VictoFest, c'est la combinaison des championnats canadiens pour les maîtres, donc plus de 35 ans, et une étape de série mondiale Grand Fondo UCI qui sert d'épreuve de qualification aux championnats du monde. Donc, on est déjà en train de se roder comme organisation à mettre en place des événements d'envergure internationale, parce que là, il y a des participants qui viennent se qualifier d'un peu partout. Et on est aussi en train de faire notre place sur le calendrier international, parce que ce qu'on va vouloir, c'est bâtir un momentum, se préparer à accueillir ces gens-là, parce que tu le mentionnais tantôt, Victoriaville, en environnement hôtelier, on a 300-350 chambres. Ouais. Il va falloir qu'on soit prêt à accueillir ces gens-là, puis à travailler sur l'ensemble du territoire régional pour qu'on les reçoive à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Puis je me rappelle, à l'époque, moi, j'étais président de la candidature pour la région ici, pour les Jeux du Québec, puis on était déjà à amasser des bénévoles. S'il y a des gens déjà pour 2026, mais qui vont vouloir travailler aussi à VictoFest comme bénévoles, où les gens peuvent-ils communiquer pour dire « Hey, moi, j'ai le goût de donner un coup de main ». Oui, classiquedesappalaches.com, c'est la meilleure façon, d'une part, de se familiariser avec l'événement, se familiariser avec les types de bénévoles qu'on recherche aussi, et évidemment, fournir via un formulaire qui est sur le site web ses coordonnées en fonction de disponibilité, combien de jours les gens veulent nous donner. Puis à ce moment-là, on les prend en charge parce qu'évidemment, ils sont le cœur de la satisfaction de nos participants. On se le fait dire à chaque année. Des bénévoles souriants, généreux, gentils, c'est ce qui fait la marque de commerce de notre événement. Évidemment, on aime ça entendre ça. Puis je veux juste dire aux gens, là, c'est un événement qui est exceptionnel, mais vous n'avez pas besoin d'être un fan de vélo ou faire du vélo, parce qu'on va avoir besoin des bénévoles dans différentes sphères, là, que ce soit du côté alimentaire, au niveau de la sécurité, tout ça. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Puis en fait, il n'y a pas besoin, puis c'est un bon point, d'avoir une expérience vélo. C'est ça. On est dans l'expérience participant au niveau de l'accueil, de l'alimentation, comme tu disais. Donc, il y a une foule de composantes qui sont importantes dans cette expérience participant-là. Puis, en fait, les bénévoles, ils vont en fonction de leur intérêt, comme je le disais tout à l'heure. Des gens qui sont bons dans le relationnel, par exemple, à l'accueil, à l'inscription, répondre à des questions d'intérêt touristique, parce que faut penser que, le participant est accompagné par sa conjointe, mettons. Peut-être qu'elle va être intéressée à aller découvrir le réservoir Baudet, le musée Laurier, voir le parc au Mont-Arthabasca. Fait que c'est des suggestions qu'on fait. Puis, il y a un côté un peu mini-guide touristique là-dedans qui est bien le fun. Ouais. Fait que, tu sais, ça va varier. Puis, je prends la balle au bon sur les Jeux du Québec pour parler d'un volet qui est hyper important dans ce qu'on est en train de faire aussi. Je le disais, on est un organisme à but non lucratif. Tu sais, dans cette perspective-là, on est déjà à réfléchir en termes de legs structurants. Ouais.
Quand il y a eu les Jeux du Québec à Victo, le Colisée des Bois-Francs était une infrastructure clé qui a émergé de ça. T'sais. Ça a été une belle réalisation, les Jeux du Québec en soi, mais ce legs-là, encore aujourd'hui, rapporte énormément à la communauté. Fait qu'on est dans cette même ligne de pensée-là. Comment cet événement-là, d'envergure internationale, oui, va positionner Victoriaville à travers le monde, mais comment on va faire en sorte que ça sert le monde de Victoriaville? C'est des questions hyper intéressantes. Puis déjà, avec nos partenaires dont je parlais tout à l'heure, on est en train de réfléchir à créer le plus possible d'éléments structurants à travers tout ça. Alexis, un passionné. Écoute, merci infiniment de toute l'énergie. On ressent toute cette énergie et cette fougue-là, et ça prend un leader comme toi pour pouvoir organiser un événement d'une telle envergure. Je veux d'ores et déjà remercier tous les gens qui participent déjà à la mise en place et qui croient à ce grand projet-là, et à tous les bénévoles. Et tu l'as dit, c'est une richesse tellement importante, les bénévoles qui s'impliquent dans nos organisations. S'ils ne sont pas là, on n'est pas en mesure de faire des événements comme ceux-là. Alors Alexis, merci beaucoup. Bonne continuité, et ça me fera toujours plaisir d'être un partenaire de tes événements. Merci Éric, merci pour l'invitation. Encore une fois, Éric, une excellente émission, c'était très intéressant. Le mot de la fin? Oui, bien merci beaucoup Pierre-Luc. Je vais en profiter pour remercier M. Noël Bolduc, Alexis Pinard, nos invités, mais également je vais en profiter pour remercier la population, et j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite d'avoir la chance de pouvoir voir les gens que vous aimez auprès de vous. Prenez du temps pour vous, et je vous souhaite santé, bonheur et prospérité pour la prochaine année, et je vous dis à très bientôt. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous. On vit le rêve aujourd'hui. OK!